Allez, on est de retour. Oh là là, la transition musicale. Du coup, petite revue de presse naturaliste, il est 8 heures. On va faire un petit bonjour YouTube, parce qu'on va mettre ça sur YouTube histoire de se marrer. Alors, le concept de la revue naturaliste sur Nature & Click, c'est extrêmement simple. Où suis-je? Là. Tac! Hop là! On va aller voir des newsletters, on va regarder des magazines qui nous parlent de forêt, qui nous parlent de nature. Donc là, je voulais commencer avec vous aujourd'hui avec Forêt Mail. Est-ce que ça se va bien? Oui! Donc revue de presse internationale, scientifique et technique mensuelle et gratuite. Ce qui veut dire que vous pouvez vous y abonner très facilement en allant sur leur site qui s'appelle Forêt Mail, il me semble, ou Forêt Nature. Voilà, donc leur superbe site, il suffit de rentrer votre email là-dedans et vous recevez tous les mois des petites informations sur la forêt. Alors Forêt Mail, il me semble que c'est nos amis belges, donc il y aura beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Belgique, et le sommaire de la newsletter du mois de février, il vous est expliqué immédiatement. Donc on va parler des chênes, on va parler de la litière comme anti-acide par les sols forestiers. Oui, parce que moi je suis forestier de formation en fait. Et ce qui m'intéresse, ce serait de parler de la forêt, puisque je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on est quand même pas mal critiqué, ou en tout cas on est sous le feu des projecteurs, que ce soit dans des reportages radio, des reportages à la télé, des films qui sortent pour critiquer un petit peu la manière de gérer la forêt. Donc comment faire pour parler de forêt à des gens qui ne sont pas forcément forestiers? L'idée c'est pas de vous faire un cours, ça je ferai plutôt des vidéos qui présentent les concepts de base de la foresterie. Et donc je me suis dit autant se jeter directement dans le bain, c'est-à-dire aller voir quels sont les sujets qui animent un petit peu le monde de la forêt en ce moment. Et il se trouve que Forêt Mail, c'est un très bon outil pour entrer là-dedans. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller voir au fur et à mesure les articles, donc je vais vous les lire, on peut en discuter dans le chat. Si ça vous fait réagir ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le faire remonter dans le chat, et puis on en discute. Donc la newsletter commence évidemment par des formations, un petit peu de publicité pour des formations, le grand livre de la nature qui est édité par Salamandre, donc la Salamandre qui produisent également des revues naturalistes d'une très très grande qualité. Un peu de publicité pour un martéloscope, mais j'ai pas prévu d'en parler particulièrement ce matin. Bla 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 bla. Par contre, notre premier article, c'est un article sur les chênes qui s'adaptent apparemment rapidement au changement climatique. Alors l'article nous dit qu'une question est très débattue aujourd'hui, et c'est celle de savoir à quelle vitesse les changements évolutifs peuvent se produire chez les arbres. Donc les arbres, des organismes à longue durée de vie, et savoir si ces changements évolutifs ont un rythme suffisant pour faire face au changement climatique qui est en cours. Excusez-moi, j'ai eu des messages en même temps. Donc une étude de l'INRAE. Alors qu'est-ce que c'est l'INRAE? Google est ton ami, comme on dit dans le milieu. On va aller voir sur Wikipédia, petite définition de base. Donc l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, a été remplacé par l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Oupla. Donc l'INRAE et l'ONF, l'Office National des Forêts, ont mis en œuvre une approche rétrospective pour suivre la trace de sélection dans la génétique des chênes, en fait, depuis environ 300 ans. Donc ils ont mis en place une expérimentation qui porte sur 3 futaies régulières de chênes sessiles qui sont situées dans le centre et l'ouest de la France et qui ont été étudiées. Donc dans chaque forêt, des individus ont été échantillonnés et regroupés par tranche d'âge pour correspondre à des classes qui englobent des âges de 340 ans, 170 ans, 60 ans et 12 ans. Donc en gros les chercheurs... Ah, j'ai mes oiseaux qui sont un peu forts, je trouve. Allez, calmez-vous les oiseaux. Oh, c'est beau. Donc les chercheurs ont pris 3 forêts, ils ont classé les arbres en fonction de tranches d'âge, donc des très jeunes arbres, 12 ans, des arbres qui ont déjà un âge respectable et qui ont 60 ans, et puis ensuite ce qu'on appelle des vieilles futaies, donc 170 ans, 340 ans.
Les résultats de l'étude fournissent la première preuve que la sélection opérée sur des arbres à longue durée de vie sur de courtes périodes. Qu'est-ce que je le dis? Oui. Donc les premiers résultats de l'étude, c'est que la sélection en fait a opéré sur ces arbres. Et qu'elle a opéré sur de courtes périodes. Donc en effet, les scientifiques ont pu mettre en avant une augmentation des effets de la sélection naturelle sur la génétique pendant les périodes les plus récentes de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est une période récente de l'âge de la Terre, on va dire. C'est à partir du moment où l'homme a pu impacter son environnement en fait. Anthropo, l'homme, scène, on s'en fout, Anthropocène. Donc ces traces sont présentes en parallèle dans les 3 forêts et elles reflètent des changements documentés dans l'occurrence des événements extrêmes comme les sécheresses et les gelées au cours des 300 dernières années. Et donc ce que pensent les chercheurs, c'est que au-delà des chênes, d'autres espèces ligneuses, donc d'autres espèces qui font du bois, donc d'autres arbres en fait, partagent des caractéristiques similaires qui pourraient être également sujettes à une sélection naturelle et permettre un suivi rétrospectif en fait de la manière dont ces arbres ont évolué et se sont adaptés au changement climatique. Donc en fait, encore une fois, on est en train de dire que la génétique des arbres forestiers permet en fait de faire une sélection d'arbres qui ont un génome qui est plus ou moins adapté au changement climatique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le changement climatique, même si vous n'êtes pas forestier, vous en avez entendu parler, et il se trouve que nous, les forestiers, ça nous pose énormément de questions. Étant donné qu'on travaille sur du vivant, qui vit plusieurs dizaines, voire centaines d'années, ça nous pose de sérieuses questions, comme par exemple dans le cadre de plantation de forêt, qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui pour être sûr que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, l'évolution du climat ne les mettra pas en péril. Ah, je sens que je vais larguer tout le monde, parce que plus personne ne réagit dans le chat. En tout cas, j'espère que c'était assez clair, que ça vous parle un petit peu, que ça évoque en vous quelques concepts de base. Et si vous voulez en discuter, avant de passer au prochain article, je vous regarde dans le chat pendant quelques minutes, j'attends vos réactions, et s'il n'y en a pas, je passe à la suite. Donc à chaque fois dans les articles présentés sur Forêt Mail, vous avez généralement un lien pour aller trouver la source du petit résumé qui a été lu. Donc là, ça nous spécifie que l'article est en anglais. Bonne nouvelle, on se retrouve sur le site de l'INRAE. Hop, on va refuser les cookies. Et du coup là, on est face à un article qui est un petit peu plus développé, qui va reprendre exactement, qui va développer le résumé qu'on a vu juste avant. Là, je vous lirai pas tout, je vous laisse aller jeter un œil si ça vous intéresse, vous inscrire à la lettre d'information et cliquer sur tous les liens qui vous titillent les neurones. Merci Julien pour le super intéressant. Finalement, si j'ai une personne sur 10 qui trouve ça super intéressant, du coup, l'objectif est rempli, mine de rien. Deuxième petit article. Ah. Une bonne litière comme anti-acide pour les sols forestiers. Alors Gabail qui nous dit en quelques minutes j'ai appris où aller chercher de l'information et surtout que la résilience de la nature est forte. Ouf, une bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, et c'est pas fini, parce que finalement des bonnes nouvelles dans la forêt, dans la nature, on en a quasiment tous les jours ou tous les mois, parce qu'on ne focalise pas que sur les problèmes, mais on essaye de les transcender, de les dépasser, de trouver des solutions. Vous voyez pas le titre? Ah oui, voilà. Donc une bonne litière comme anti-acide pour les sols forestiers. Déjà, on va partir principe de base. C'est quoi une litière? Qu'est-ce qu'on appelle une litière en forêt? En fait, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire tout ce qui compose, tout ce qui tombe au sol dans une forêt, que ça soit des aiguilles, des feuilles, des morceaux de branches, des cônes, des graines. Une fois que tout ça c'est au sol, on appelle ça de la litière. Et cette litière, en fait, c'est de la matière organique qui n'est plus attachée évidemment à son organisme de base, et donc qui va se désagréger petit à petit. Pourquoi la litière, ça nous intéresse particulièrement, nous les forestiers? Tiens, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je bois un coup. Donc pourquoi les litières, ça nous intéresse particulièrement, nous les forestiers? Parce qu'en fait, cette litière, c'est un apport de matière organique au sol. Et cette matière organique, elle va se décomposer et elle va être
intégrer petit à petit au sol. Donc elle va venir enrichir en éléments d'abord organiques qui vont ensuite être minéralisés. Elle va venir enrichir le sol et donc permettre d'apporter des nutriments. Et les nutriments, c'est important pour nos forêts, puisque, ça je vous l'apprends pas j'espère, mais nos arbres vont plonger dans le sol pour récupérer de l'eau, pour récupérer de quoi se nourrir. Et de quoi se nourrir, ce sont les fameux nutriments qui proviennent en partie, en tout cas, de la décomposition de la litière au sol. Donc le titre qui nous dit une bonne litière comme antiacide pour les sols forestiers, c'est parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a une légende urbaine qui circule, une légende forestière. Ah, les oiseaux sont loin. Une légende forestière qui circule, comme quoi les plantations de résineux auraient tendance à acidifier les sols. Alors ça, je dis une légende urbaine, une légende forestière, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que quand on regarde en fait ce que produisent les arbres, donc les feuilles, les branches, etc., et qu'on fait une petite analyse de la qualité de la litière, c'est-à-dire est-ce que cette litière, en se décomposant, va venir enrichir votre sol, ou est-ce qu'elle va libérer des éléments qui sont néfastes, entre guillemets, pour votre forêt ou pour votre sol. Donc en fonction des arbres, on va avoir une litière qui est dite soit améliorante, soit dégradante. Donc généralement, les résineux en effet ont une litière qui est peu améliorante et qui a tendance parfois sur des sols qui sont déjà un petit peu pauvres à venir acidifier votre sol, et comme on le sait, des sols très acides ne sont pas l'idéal pour planter une forêt dessus. Alors là, si j'avais 50 forestiers en face de moi, j'aurais 50 personnes qui hurleraient au scandale en me disant « Oui, mais non, mais on peut pas voir les choses de manière aussi simple ». En effet, on peut pas voir les choses de manière aussi simple, mais aujourd'hui, on va faire simple. Donc en gros, est-ce qu'une bonne litière peut lutter contre l'acidité du sol, et en particulier des sols forestiers? La question qui se pose là derrière, c'est quelles essences plante-t-on pour améliorer notre sol et du coup améliorer notre peuplement? Donc l'article nous dit qu'en Europe de l'Ouest, des forêts sont souvent situées sur des sols dégradés. Qu'est-ce que ça veut dire un sol dégradé? C'est un sol qui a des caractéristiques pédologiques, donc des caractéristiques dans le sol, qui font que ce sol ne retient pas forcément très bien l'eau, ou ce sol ne retient pas forcément très bien les nutriments, qui proviennent d'ailleurs de la décomposition de la litière. Du coup, en Europe de l'Ouest, il y a des forêts qui sont situées sur des sols dégradés. Ces sols ont généralement connu une acidification au cours du temps, alors d'origine atmosphérique ou sylvicole. Alors là, d'origine atmosphérique, c'est les fameux phénomènes de pluie acide, entre guillemets, c'est-à-dire nous avons dans l'atmosphère des polluants atmosphériques, mais lorsqu'il pleut, ces polluants ont tendance à être lessivés dans l'atmosphère et à venir, avec les gouttes d'eau, être apportés au sol. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, la pollution atmosphérique qui a un impact sur les sols, c'est quelque chose qui est peu pris en compte aujourd'hui, mais sur lequel pas mal de gens travaillent, mine de rien. Du coup, toujours dans l'exemple des forêts de l'Europe de l'Ouest, avec des sols dégradés, qui ont connu des acidifications d'origine atmosphérique, donc soit les fameuses pluies acides entre guillemets, soit le phénomène naturel, ou sylvicole, c'est-à-dire qu'on a planté sur ces sols dégradés par exemple des résineux qui sont connus pour avoir une litière qui n'est pas de très très bonne qualité et qui aurait tendance à acidifier le sol. Du coup, le fonctionnement de l'écosystème diminue et ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par les forêts. Alors qu'est-ce que c'est un service écosystémique? C'est un service qui fait partie de l'écosystème, qui ne peut pas en être séparé. Par exemple, les arbres, les forêts produisent de l'oxygène, donc la production d'oxygène, c'est un service écosystémique qu'on ne peut pas séparer d'une forêt. En effet, toutes les forêts produisent de l'oxygène. Mais dans les services écosystémiques, il n'y a pas que ça, il y a également le fait de pouvoir filtrer l'eau, de pouvoir tenir les sols, de pouvoir accueillir une faune et une flore riches et variées, donc des services de biodiversité. Donc en gros, si on résume encore ces 4 petites phrases, je reviens sans arrêt dessus, mais dans l'Europe de l'Ouest, en Europe de l'Ouest, il y a des forêts sur des sols dégradés qui ont connu une acidification qui entrave leur fonctionnement naturel, et en particulier les services qu'ils peuvent nous rendre. Tout à fait.
Donc la gestion forestière et plus particulièrement le choix des essences peut accélérer ou contrecarrer l'acidification du sol par la qualité de la litière produite. L'impact positif de ces litières qui sont dites riches sur le statut nutritionnel des sols, donc leur capacité à fixer en fait des éléments nutritifs pour notre peuplement. Donc cet impact positif de ces litières riches sur le statut nutritionnel des sols et de l'écosystème souterrain a été démontré à travers des études dans les jardins. Et dans ces études, l'impact de la litière riche du cerisier tardif, que nous botanistes on appelle en latin Prunus serotina, ce cerisier tardif qui est une espèce invasive des sous-bois, mais on a évalué que dans des peuplements mélangés où le chêne pédoculant domine, eh bien on a un impact important de par la litière de ce cerisier tardif. Donc des peuplements de 30 à 90 ans ont servi de site d'études en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les résultats montrent que la présence de ce cerisier tardif améliore le turnover de la matière organique, donc améliore en fait la capacité de l'environnement à recycler la matière organique et vient enrichir les parties superficielles du sol en éléments minéraux. En gros, le cerisier tardif a une litière, donc des feuilles, des branches, qui ont la capacité d'être facilement désintégrées, désagrégées, digérées, on va dire, par les différents décomposeurs qui sont présents sur le sol et dans les premiers centimètres du sol. Et du coup, vu que cette litière se dégrade facilement et rapidement, elle vient régulièrement apporter de la matière organique sur le sol, qui va venir se transformer en matière minérale, qui ensuite est assimilable par les plantes. Donc l'épaisseur de la litière diminue et passe de 7 cm sous les chênes à 4 cm et demi sous les cerisiers tardifs. Alors cette petite phrase, elle vous parle peut-être pas, mais en gros, plus on a une litière qui met du temps à se dégrader, plus on va avoir des feuilles qui vont rester au sol longtemps. Je vous prends l'exemple, si vous êtes déjà baladé dans une hêtraie, on va dire, donc une forêt composée majoritairement de hêtres. Le hêtre est connu pour avoir une litière qui se décompose assez lentement et assez difficilement. C'est pour ça qu'on peut avoir en fait comment ça s'appelle ? Des feuilles en forêt qui s'accumulent sur 30 à 40 cm. Il y a même des gens qui font du ski dans des hêtraies, parce qu'en fait l'épaisseur de feuilles est tellement importante, 30-40 cm, et tellement compacte aussi, que ça permet largement de faire du ski sans, sans avoir à rayer l'écart en fait sur le sol, puisque les 40 cm de feuilles permettent largement de glisser dessus sans toucher le sol. C'était une petite anecdote digression. Mais du coup, cette petite phrase qui dit que la litière passe de 7 cm sous les chênes à 4,5 sous les cerisiers tardifs, ça signifie que la litière des cerisiers tardifs se dégrade 2 fois plus rapidement que la litière de chêne. La saturation en base, donc là on rentre un petit peu en chimie, la saturation en base augmente jusqu'à 25%, alors que la concentration en nitrate et la matière organique s'accroissent de 8%. Donc la saturation en base, là on parle de pH. Donc le pH c'est une manière de mesurer l'acidité du sol. Normalement vous avez tous été au collège, donc vous avez tous jeté un œil un jour à une languette de pH mètre. Vous savez, les petites languettes qu'on va tremper directement dans de l'eau par exemple, ou sur des produits réputés acides comme des citrons, ou sur différentes choses. Qui ne s'est pas amusé à mettre ses petites languettes sur la bouche, dans la bouche pour savoir, sur la langue en particulier, pour savoir si on était acide ou plutôt basique. Tic-tac-touc, j'ai perdu ma phrase. Oui, donc du coup la saturation en base augmente jusqu'à 25%. C'est-à-dire que la litière de notre petit Prunus serotina, il a la capacité de libérer en fait des bases, donc des ions hydrogène, mais on va pas trop rentrer dans le détail ce matin. Et le fait de libérer des bases, mécaniquement, ça va lutter contre l'acidification du sol. Puisque dans le sol, vous le savez bien, soit on est acide, soit on est basique, et entre les deux, on a un point de neutralité, où en fait l'acidité, l'acide et les bases dans le sol sont à peu près équilibrés. Donc quand on nous dit que la saturation en base augmente de 25%, c'est énorme. C'est-à-dire que là, on a typiquement une litière qui est
dite améliorante, c'est-à-dire qu'on sait qu'en plantant cet arbre, on va venir améliorer notre sol, non seulement parce qu'on va limiter l'acidité, donc l'acidité c'est important en forêt, la majorité des plantes, on va dire forestières, que ce soit les arbres ou les arbustes ou les plantes de la strate herbacée, donc les plantes qui sont plus au sol, elles aiment bien l'acidité, mais il ne faut pas pousser non plus mémé dans les orties, c'est-à-dire qu'un peu d'acidité c'est bien, trop d'acidité, ça peut commencer à créer des maladies, ça peut commencer à créer des retards dans le développement des plantes et en particulier de nos arbres. Donc d'un côté, notre Prunus serotina, il va limiter l'acidification des sols, mais en plus, il a une litière qui se désagrège assez rapidement et donc qui vient enrichir quasiment en permanence notre sol avec des nutriments qui sont bénéfiques pour notre peuplement. On a une concentration en nitrate et en matière organique qui s'accroît de 8%. Donc là aussi c'est un peu technique, mais en gros, le nitrate, c'est un dérivé de l'azote, on va dire. L'azote, c'est super bien pour les plantes. Et donc quand on compare une litière de chêne avec une litière de Prunus serotina, on se rend compte qu'elle est plus riche en azote et en matière organique à hauteur de 8%. Ce qui dans la nature, déjà 8%, c'est quelque chose qui est très très remarquable. Alors un petit bémol cependant, de grandes quantités de litière riche sont nécessaires pour améliorer réellement les conditions de sol. Il faut en effet plus de 30% de la surface terrière en cerisier tardif pour remarquer les effets positifs. Qui plus est, les effets sont plus marqués sur les sols sableux, qui contiennent plus de particules fines, donc des limons et des argiles. Il semble donc que l'impact des efforts de restauration des sols acidifiés est le résultat de 3 facteurs. La qualité de la litière, la quantité de la litière et la qualité de la station. Alors, on va rembobiner un petit peu. Ce que ça nous dit en gros, c'est que le cerisier tardif, sa litière, ça fonctionne bien, mais par contre, il faut qu'on en ait assez sur notre peuplement pour qu'il y ait un impact qui soit mesurable. Il faut plus de 30% de la surface terrière en cerisier tardif. Alors, qu'est-ce que c'est la surface terrière? C'est un concept forestier très mathématique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros ça nous permet d'évaluer quelle est la surface du tronc de l'arbre, quelle surface le tronc de l'arbre occupe une fois que c'est projeté au sol. Ouais. Donc on a notre arbre, hop, il est posé au sol, on va calculer la surface de son diamètre au sol, combien ça fait. Et ça nous permet en fait de calculer ce qu'on appelle la surface terrière. Alors on le fait pas, enfin on va le compter arbre par arbre, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt essence par essence, dans un peuplement, savoir quelle est la part d'occupation au sol de la section, enfin du diamètre des arbres. Là on nous parle d'un peuplement qui est chêne et prunus. Donc l'idée, c'est si on fait un calcul de surface terrière et qu'on est par exemple, je sais pas moi, on va prendre 20 de surface terrière en chêne, ça veut dire qu'il faut qu'on ait au moins l'équivalent, on va prendre 10, c'est plus facile à calculer. Hein. Donc si on a 10 en surface terrière pour le chêne, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 de surface terrière en plus pour le cerisier tardif. Ça c'est une notion un peu particulière, hein. Les forestiers la maîtrisent bien, si vous la maîtrisez pas, c'est pas grave, je ferai sans doute une petite vidéo pour expliquer le concept là-dessus, mais en gros, on peut le relier aussi à la densité des arbres. Et pour parler plus simplement, en gros, sur un peuplement où on aurait 100 chênes, il faudrait 30 cerisiers, cerisiers tardifs, Prunus serotina, pour commencer à voir les effets de l'amélioration de cette litière. De plus, on nous dit que les effets sont plus marqués sur des sols sableux, qui contiennent plus de particules fines, donc des limons et des argiles. Là, on vient de parler des 3 composants du sol. C'est-à-dire qu'en pédologie, donc pédologie, l'étude des sols, on va faire des trous dans le sol pour regarder la composition du sol, et tous les sols partout dans le monde sont composés de 3 éléments, les limons, les argiles et les sables. L'équilibre entre ces différents éléments, ça nous permet de caractériser le sol. Là, quand on nous dit que l'effet est plus marqué sur des sols sableux, c'est-à-dire des sols qui sont assez pauvres. Généralement, quand on a un bon équilibre entre limon, argile et sable, on a des sols assez riches, qui ont la capacité de fixer de l'eau, qui ont la capacité de fixer des éléments. Là, sur des sols sableux, évidemment, le sable, vous avez tous fait l'expérience quand vous êtes allé au moins une fois à la plage,
le sable, ça laisse passer l'eau. Donc les sols sableux, ils ont moins de capacité à fixer l'eau, à retenir l'eau en tout cas. Ils ont moins de capacité à fixer les éléments nutritifs. Ah, encore un petit bruit. Et donc du coup, cette amélioration est apparemment plus visible sur ce type de sol qui est plutôt faible, on va dire, qui a une qualité, en tout cas, une capacité de fixation des éléments et de l'eau qui est plutôt faible. De fait, la conclusion de cet article, c'est que pour intégrer notre cerisier tardif à un plan d'amélioration, on va dire, un plan de restauration des sols acidifiés, il faut à la fois choisir des essences de qualité, il faut à la fois choisir une essence qui produit de la quantité, et il faut aussi être conscient de la qualité de la station de départ. En gros, plus on choisit une station qui est pauvre, donc il y a des difficultés à fixer l'eau et la matière organique, et plus on va avoir un impact important de l'ajout de ces essences dans le peuplement. Je vois que le chat est en PLS, je ne vois plus un seul commentaire. Merci Gabeil en tout cas pour ton dernier commentaire. Est-ce que ça vous a paru intéressant? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a titillé les neurones? Ou est-ce que vous vous êtes contenté d'être bercé, on va dire, par ma voix dès le matin et le chant des oiseaux? N'hésitez pas à prendre 30 secondes pour taper un petit truc. Ah, Julien Praline qui se régale. Bah oui, mais si t'es à la praline dès le matin, ça ne m'étonne pas. Quelle température fait-il maintenant? Ouh, hein? Ah oui, on est redescendu à 2 degrés. C'est pas rassurant, ça. Si on continue notre petite revue de presse matinale forestière, on va arriver sur un autre article qui s'appelle Espérance, expérimentation d'espèces et de provenance. Alors toujours dans un contexte, quelle belle image, toujours dans un contexte de changement climatique. Le projet Espérance, j'ai plus du tout l'historique en tête, mais ah bah tiens, c'est marqué là. Donc de nombreuses essences sont menacées par le changement climatique. Face à ce constat, le projet français Espérance a vu le jour en 2018. Son objectif, tester des espèces et des provenances susceptibles de supporter le changement climatique. Mais attention, parce que changer d'espèce ou de provenance, ce n'est pas sans risque. Ça peut engendrer des conséquences sur le court, le moyen et le long terme. Bonjour Renard San. Ah, quelques petits problèmes de connexion de ton côté, j'en suis désolé. Attendez 2 secondes, je check quelque chose. Oui, en effet, donc pour l'instant, vu que nous sommes une chaîne qui est toute jeune, il n'y a pas encore l'option sur la chaîne, donc si vous allez sur l'écran sur Twitch, n'est-ce pas, la fenêtre où il y a la vidéo, vous passez votre souris, vous avez un petit trou cranté avec des paramètres où la qualité est bloquée en 1440 pixels, n'est-ce pas? Évidemment, on est bloqué en grande qualité parce que il faut attendre d'être partenaire Twitch pour avoir le droit de limiter la qualité. Donc, monsieur ou madame 31, les petits problèmes de connexion, dans un mois, quand nous serons 500 000 spectateurs sur cette chaîne partenaire Twitch, vous pourrez limiter la qualité de la connexion pour éviter que ça saute et que ça soit bizarre. Ah, Renard San qui a 1000 vaches dans le Limousin, eh bien bonjour 1000 vaches, j'espère qu'il fait froid ce matin. 500 millions, oui, 500 millions de spectateurs, dans un mois ou deux, hein. Pas avant, je pense qu'avant ça sera difficile. Donc si on revient à la petite info du matin Espérance, l'idée c'est de se questionner encore une fois sur les espèces qu'on peut mettre en place dans les plantations en particulier et leur provenance. Dans une optique de résistance à l'évolution du climat dans les dizaines voire centaines d'années à venir. Donc pour prioriser l'effort expérimental, le projet Espérance a évalué les enjeux associés aux essences et à leur vulnérabilité face au changement climatique. Ils ont produit des cartes pour mettre en évidence des zones qui sont appelées à enjeux forts.
Donc, grâce à une combinaison de plusieurs critères qui sont liés à la production de bois et à la situation climatique préoccupante pour les essences en place, celles-ci n'ont pas la prétention, donc les cartes, de prédire l'avenir, mais bien de s'y préparer le mieux possible. Les essences conseillées sont caractérisées par leur potentialité de croissance et de production de bois, leur mise en œuvre sylvicole et le risque invasif. Excusez-moi, j'ai un petit rototo du matin. Donc la liste d'essences espérance est évolutive, certaines espèces pouvant être ajoutées et d'autres enlevées en fonction des informations collectées. Donc, toutes les informations via le lien suivant, on va aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc on est sur la FORCE, le réseau français pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Alors, moi personnellement j'aime beaucoup ce réseau parce que ça me permet de dire je fais partie de la FORCE, et en tant que petit fan de Star Wars, je trouve que c'est toujours très rigolo. Vous verrez que chez les forestiers, chez les naturalistes en général, il y a toujours une petite blagounette qui est placée quelque part. Aujourd'hui, on rejoint le réseau de la Force, mais c'est pas impossible que dans quelques temps, je vous parle de l'Association française pour l'étude des sols, c'est-à-dire l'AFES. Et si vous êtes un peu sensible au jeu de mots, c'est assez rigolo de savoir que des pédologues, donc des gens qui creusent le sol pour savoir de quoi il est constitué, aient choisi volontairement de s'appeler le réseau AFES. Enfin, l'AFES, quoi. Bref, trêve de digression. Aujourd'hui, on est sur la FORCE, le réseau français pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Il y a un Renard San qui nous dit Jean-Yves approuve ça. Je sais pas qui est Jean-Yves, mais je dis d'accord et bravo. Réseau français pour l'adaptation des forêts au changement climatique, qui regroupe tout un tas de partenaires, donc le Centre national de la propriété forestière, l'Office national des forêts. Jean-Yves Lafesse, oui merci Renard San. Je pense qu'il en est président honoraire, ne serait-ce que parce il porte le nom. Donc les partenaires du projet, l'ONF, évidemment c'est notre gestionnaire de forêts publiques, le CNPF c'est le Centre national de la propriété forestière, donc on va faire simple, l'équivalent de l'ONF pour tous les propriétaires privés, c'est pas eux qui vont gérer directement, par contre ils sont là pour conseiller, pour étudier, pour faire des expérimentations. La FCBA qui est la fédération, j'ai oublié ce que c'est la FCBA. Oula! Association Forêt Celluleuse Bois Construction. Forêt Celluleuse Bois Construction, tout à fait. Centre technique industriel français. Voilà, donc institut technologique de recherche sur la forêt, la cellulose, donc le composant principal du bois, n'est-ce pas, sur organisme de recherche également sur le bois construction et sur l'ameublement. Où suis-je? J'ai trop d'onglets. Voilà. L'INRA, l'Institut national de la recherche agricole, je sais jamais. L'IRSTEA, l'Institut de recherche qu'on a vu tout à l'heure sur l'environnement, l'alimentation et l'agriculture. Et l'IEFC, que je ne connais pas. Si on clique dessus, qu'est-ce que ça nous donne? L'Institut européen de la forêt cultivée, évidemment. Donc du coup, sur le réseau à force, on nous parle d'espérance, la création d'un réseau d'expérimentation permettant d'identifier rapidement et collectivement le matériel génétique du futur. Je vous laisserai par vous-même, si vous avez envie, explorer un petit peu plus ce site. Donc vous avez la description du projet, les objectifs qu'on peut se lire rapidement. Donc 1, améliorer la connaissance sur le comportement des essences et les provenances. D'une part, en identifiant des essences de substitution, oui, des essences de substitution à d'autres essences forestières qui pourraient être considérées comme vulnérables vis-à-vis du changement climatique, et également en évaluant le comportement de ces nouvelles essences et de ces nouvelles provenances. Est-ce que je vais faire tomber le fond vert? Non, ça va. Deuxième objectif, apporter un cadre global à l'expérimentation de nouvelles essences et provenances. Donc d'un côté, ils ont repéré les zones qui sont susceptibles d'être vulnérables au changement climatique,
Et de l'autre côté, ils s'organisent pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement en graines et en plants. Ça, j'en ai déjà discuté avec certains d'entre vous qui sont dans le chat, parce qu'en fait, si on se dit aujourd'hui, bah tiens, par exemple, prenons le hêtre. Le hêtre qui est un arbre qui a besoin de précipitation au printemps assez importante, qui apprécie généralement de rester dans une ambiance, on va dire, forestière plutôt humide, qui n'a aucun problème à gérer les coups de froid, les coups de pluie et la neige, mais qui par contre est beaucoup plus sensible à tout ce qui va être sécheresse et coups de vent. Bah, si vous voulez vous dire que le hêtre n'a plus d'avenir en France, ce qui n'est pas le cas, que ça soit bien clair, mais si on se dit que le hêtre n'a plus d'avenir en France et qu'on veut le remplacer, je ne sais pas, moi, par une essence, qui vient du pourtour méditerranéen, qui serait adaptée aussi à des conditions un peu montagnardes, fraîches, mais qui se réchauffent de plus en plus avec le changement climatique, bah, si vous trouvez une essence qui fonctionne bien, donc on va prendre une essence imaginaire, on va dire, je sais pas, le pain méditerranéen, tiens, essence parfaite pour remplacer le hêtre partout en France. Il se trouve que le pain méditerranéen, vous ne le trouvez que dans un seul pays autour de la Méditerranée. Ok, bon, vous voulez acheter des graines, très bien. Mais est-ce que dans ce pays, il y a des gens qui produisent des graines de cet arbre-là ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des études pour faire des sélections de graines afin de sélectionner les arbres qui présentent les caractéristiques les plus intéressantes d'un point de vue forestier? Est-ce que tout ce système-là, en fait, existe dans le pays où vous voulez aller vous approvisionner? Évidemment, la réponse, vous vous en doutez, c'est très souvent non. C'est-à-dire que les partenariats entre le côté européen de la Méditerranée ou le côté asiatique ou africain de la Méditerranée n'est pas toujours mis en place. C'est-à-dire qu'on peut avoir trouvé l'arbre parfait qui existe dans un pays autour de la Méditerranée, mais avec lequel nous n'avons passé strictement aucun contrat pour de l'expérimentation ou de l'approvisionnement. Donc d'un côté, c'est très important de repérer quels sont les arbres qui pourraient avoir de l'avenir dans le changement climatique en France, mais de l'autre, c'est super important de mettre en place des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de culture et des chaînes de contrôle qualité sur les graines et les plants qui sont produits. Et donc toujours dans leur deuxième objectif, apporter un cadre global à l'expérimentation, faut assurer aussi la cohérence et la complémentarité des essais en évitant les doublons. Alors pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, vous voyez, dans les partenaires du projet, on a un organisme qui gère la forêt privée, un organisme qui gère la forêt publique, des gens qui gèrent tout ce qu'on peut faire dans la transformation, enfin qui travaillent sur tout ce qu'on peut faire dans la transformation du bois en termes d'ameublement et de produits technologiques. Et bien si tous ces organismes se mettent à faire leurs petites expérimentations chacun dans leur coin, évidemment que ça fait des doublons, ça demande des financements pour les mêmes études et ça mobilise des équipes en doublon, voire en triplon, voire plus, pour étudier la même chose. D'où l'importance de se fédérer en réseau, comme le réseau français pour l'adaptation des forêts au changement climatique, donc la fameuse AFORCE, afin que toutes les parties qui peuvent être intéressées par ce genre de questionnement et d'études, mettent en commun leur effort pour répondre aux questions qui se posent. Troisième objectif, mettre en place un partenariat durable autour des expérimentations pour permettre d'un côté le partage des expériences, mais aussi pour apporter une meilleure visibilité sur les dispositifs existants et créer des chaînes d'approvisionnement qui soient efficaces, qui soient collectives et qui puissent fonctionner assez rapidement. Ah, Renarsan qui me dit que l'INRA et l'IRSTEA ont fusionné il y a peu, c'est l'INRAE en effet. On en a parlé tout à l'heure au tout début, on a été voir la page Wikipédia de l'INRAE, donc je t'invite à revenir en arrière dans le stream une fois que ça sera fini. Mais en effet, tu as tout à fait raison, l'INRA et l'IRSTEA ont fusionné il y a peu pour faire l'INRAE, toujours dans cette optique de mettre en commun les expérimentations, les questionnements. Mais non, Renarsan, c'est pas ta faute. Ah, my bad, il me dit. non, chacun arrive quand il peut. Du coup, le projet Espérance a une approche
qui s'appuie sur la mise en commun des moyens provenant des organismes de recherche et de développement, qu'ils soient publics, privés, mais également des gestionnaires, pour initier un réseau d'expérimentation multipartenaire. Donc vous comprenez bien que là, l'idée, c'est vraiment de réunir tous les gens qui peuvent être intéressés autour d'une expérimentation commune, d'un projet commun. Ah, petit article sur les productions attendues un petit paragraphe sur les productions attendues. Donc le projet Espérance va poser les fondements d'un réseau d'expérimentation pour évaluer les essences et les provenances. Il va définir des systèmes forestiers à enjeux de production qui sont vulnérables au changement climatique. Il va mettre en place un cahier des charges pour la création d'une plateforme d'échange entre les partenaires et formalisation d'un consortium multipartenaire autour du réseau. Donc, on met en commun, on collabore, on se partenariarise. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Allez, fermons des onglets. Donc par rapport au changement climatique, si vous vous posez la question de qu'est-ce que font les forestiers actuellement, eh bien, ils réfléchissent. Voilà, on réfléchit, on expérimente, on n'a pas encore de conclusion définitive. Et d'ailleurs, le changement climatique, vous allez voir que c'est la chose qui anime le plus les forestiers depuis une vingtaine d'années, et sans doute pour les 150 prochaines années, 150 si tout va bien, 150 000 prochaines années si tout va mal. Et donc les forestiers, à travers ce projet Espérance, essayent de travailler à l'anticipation des impacts du changement climatique, c'est-à-dire que quand on aura des forêts qui ne survivront pas au changement des conditions climatiques, on espère pouvoir avoir l'alternative avec des provenances et des essences différentes. Ah, un petit bruit parasite. Voilà, claquement de porte, ce qui va venir rythmer régulièrement ce stream. Est-ce que vous avez quelques petites questions là-dessus? Est-ce que je vous ai complètement perdu? Est-ce que vous êtes déconnecté? N'hésitez pas à intervenir dans le chat, à me faire des retours. Moi, ça me permet de rebondir. Il en est où le soleil? Wow! Éblouissant. Alors le prochain qui me dit qu'il faut nettoyer le le globe de la caméra, il est propre au possible. Sachez juste qu'on est en train de regarder le soleil dans les yeux, donc forcément c'est éblouissant. Je vais choisir de dire que si le chat va bien, t'as parlé de plasticité génétique ou c'est pour une autre fois? C'est pour une autre fois parce que ce matin, je t'avoue, Renarsan, qu'on y va chill. Hein. Je ne sais pas du tout à qui je m'adresse, je sais pas du tout quel est le niveau de connaissances forestières. Par contre, on peut parler plasticité génétique. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi tu voulais t'engager, mais là, ce que Renarsan nous met en avant, c'est que selon l'essence, et même au sein d'une même essence, on va avoir une certaine plasticité génétique. Alors plasticité, ça désigne tout ce qui va être malléable. Voilà. Génétique, c'est tout ce qui constitue un être vivant, donc le génome, les chromosomes, etc. Et dans une essence, donc dans une espèce, on va reprendre le être, par exemple, on peut avoir une plasticité génétique, c'est-à-dire des gènes qui sont finalement assez malléables et qui vont pouvoir s'adapter à différentes situations. Est-ce que c'est de ça que tu voulais parler, monsieur Renarsan? Ou madame Renarsan? Ah ouais, je vais te monopoliser, hein, c'est toi qui as écrit sur les 6 derniers messages, il va falloir être devant l'écran. Voilà, donc ok, je suis sur le bon chemin. Donc chez le être, par exemple, on va avoir une plasticité génétique, donc un génome qui est capable de s'adapter aux conditions environnementales, et ça va nous donner en fait
des choses assez atypiques, c'est-à-dire que généralement le hêtre c'est plutôt un arbre qui apprécie l'altitude pour une raison de fraîcheur, d'humidité et tout un tas de conditions stationnelles, atmosphériques et pédologiques, donc le sol, l'atmosphère et le lieu où il se situe. Et il se trouve qu'on peut retrouver des hêtres qui sont en plaine. D'ailleurs, c'est une appellation de certaines qualités de bois, le hêtre de plaine. Donc du hêtre qui va pousser, par exemple, le long de la Garonne, il me semble, dans des milieux qui ne lui sont à première vue pas super bien adaptés, parce que on est trop bas en altitude, ça veut dire qu'en été il fait trop chaud, ça veut dire qu'on a des conditions qui sont moins montagnardes entre guillemets ou continentales, qui caractérisent la fraîcheur et les conditions nécessaires au hêtre. Si on est dans de la plaine, on risque d'avoir en fait des températures plus hautes, un manque d'humidité atmosphérique au printemps, et donc à première vue on se dit bah ouais mais le hêtre n'est pas du tout fait pour pousser dans des conditions pareilles. Il se trouve que la nature nous donne tort. C'est-à-dire que la plasticité génomique qu'évoquait Renarsan permet en fait au hêtre de s'adapter et d'exprimer certains gènes en fonction du lieu où il se retrouve à pousser. C'est toujours très étrange de ne pas avoir de réaction audio en face, mais bon, vu que j'aime parler, je vais continuer à parler. Donc cette plasticité génétique, en fait, par rapport au changement climatique, elle nous fait poser beaucoup de questions. Il ne faut pas oublier que les arbres, ce sont des êtres vivants qui ont, si je ne dis pas de bêtises, dans les 350 millions d'années d'évolution. Donc, si on considère que durant 350 millions d'années, il y a eu des changements climatiques majeurs, en particulier des grandes glaciations, ou en particulier des grandes périodes de chaud. Pour exemple, si les Romains portaient des toges il y a 2000 ans, c'est pas parce que c'est cool et que c'était à la mode, c'est surtout parce que c'était un vêtement qui était extrêmement bien adapté aux conditions climatiques de l'époque. Donc en gros, les types, ils n'avaient pas besoin de fourrure, et il y a 2000 ans, eh bien, il faisait plus 2 degrés sur Terre. Ce qui explique pourquoi les Romains se baladaient tout le temps en toge, même presque au cœur de l'hiver. Autre petit argument à mettre en avant, le Groenland en anglais ça se dit Greenland, donc terre verte. Sauf qu'aujourd'hui, le Groenland, on l'associe en fait à une terre plutôt blanche, gelée, proche du cercle arctique. Mais au moment où apparemment le nom de Groenland et donc de terre verte a été fixé dans la société, c'était principalement au moment de sa découverte par les Vikings, il me semble. Et les Vikings utilisaient le Groenland comme grenier à blé. Alors aujourd'hui, se dire qu'on fait pousser du blé au Groenland, ça paraît un peu dérisoire, ça colle pas au cliché ou à l'image qu'on a du pays. Mais encore une fois, si on remonte dans le temps, ça veut dire qu'il y a 1400-1500 ans, il faisait 2 degrés de plus sur Terre, et donc le Groenland n'avait aucun problème à fournir du blé en été. Et c'est pour ça que les Vikings, d'ailleurs, allaient au Groenland, plantaient du blé, repartaient sur les mers faire n'importe quoi, et revenaient au moment de la récolte pour récupérer tout le blé qu'ils avaient planté. Donc ça, c'est 2 petites anecdotes digression pour vous expliquer que même si on remonte que 1000 ou 1500 ans en arrière, on avait des conditions climatiques bien différentes sur Terre. Alors imaginez sur 320 millions d'années d'évolution des arbres, la diversité de conditions climatiques qu'ils ont dû vivre. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que se dire aujourd'hui qu'on va avoir un réchauffement climatique de 1, 2, 3 degrés, finalement, par rapport à l'expérience génétique des arbres qui ont évolué sur 320 millions d'années, c'est peut-être pas grand-chose, et peut-être que eux ont déjà connu des situations identiques. Sauf qu'actuellement, on ne peut pas voir les gènes qui sont adaptés à un changement climatique, ou en tout cas à un climat plus chaud. Qui me dit j'aime les anecdotes. Je vois bien ça, on va se spécialiser là-dedans. Donc ce que je disais, c'est que oui, on ne voit peut-être pas aujourd'hui l'expression des gènes de certaines essences par rapport à un climat plus chaud. D'ailleurs, ça vient en écho avec des études sur la génétique. Même si c'est une science qui progresse de plus en plus, il reste encore pas mal d'inconnus. Et en particulier, ce que les scientifiques ont appelé de l'ADN poubelle, junk ADN. Donc en fait, ils ont trouvé, en analysant l'ADN, eh ben ciao, Renarsan, je t'en prie, à plus tard.
Donc des scientifiques ont trouvé en analysant l'ADN de certaines essences ou espèces forestières, et même chez les animaux, ça fonctionne, hein, des répétitions de codage ADN. Donc vous savez, l'ADN, on explique ça avec certaines lettres, donc pour faire du codage ADN, pour décoder l'ADN d'une essence, on va justement exprimer, bah tiens, là il y a un gène de telle sorte, là il y en a un autre, et ça nous donne des codages du style G, N, A, C, C, etc. Et bien en regardant la manière dont le génome de certains arbres a été codé, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a souvent des répétitions en fait de mêmes brins d'ADN, et ils ne savent pas à quoi ça sert, ils comprennent pas pourquoi, il y a plusieurs répétitions, et donc ils ont appelé ça de l'ADN poubelle, c'est-à-dire des résidus d'ADN qui pour eux n'ont aucune utilité. Eh bien, la question que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, ou en tout cas je n'ai pas encore trouvé la réponse, c'est est-ce que cette répétition d'ADN ne pourrait pas être des ADN de réserve, en fait, qui sont prévus pour ne s'exprimer que dans certaines conditions. C'est-à-dire, si notre arbre se trouve dans une zone, dans un climat chaud, on va avoir le brin d'ADN numéro 1 qui va s'activer, et donc notre arbre arrivera tout à fait à s'adapter aux conditions dans lesquelles il vit. Mais par contre, si on met cette graine dans un climat plutôt froid, on va peut-être avoir le brin d'ADN numéro 2 ou 3 qui va s'activer, qui permet également à l'arbre de s'adapter aux conditions extérieures. Et c'est ce qui pourrait expliquer que chez certaines essences, on va prendre un autre exemple, hein, mais le châtaignier à la base, il n'aime pas du tout le calcaire dans le sol, mais il se trouve qu'on peut trouver des châtaigneraies sur calcaire qui ne sont pas les meilleures châtaigneraies du monde, c'est-à-dire qu'elles vont pas produire le plus de bois et le plus de châtaignes qu'on puisse voir. Par contre, c'est un arbre qui arrive à se développer, même si pour nous, on trouve qu'il se développe un petit peu plus lentement, un petit peu moins bien que quand on le met sur des sols qui lui sont plus favorables. Par contre, ça signifie que le châtaignier, ok, on le met sur un sol favorable, il s'éclate comme un fou, mais si on le met sur du calcaire, bah, il a quand même des capacités d'adaptation qui lui permettent de survivre. Ah, mais je parle trop. Alors ensuite, on a un petit article sur le taux d'abrutissement, qui est en nette augmentation en Suisse. Qu'est-ce que c'est que le taux d'abrutissement ? Bah, si vous avez regardé l'image, vous pouvez voir que c'est en lien avec les animaux. Donc là, je pense qu'on a un chevreuil. Je vous rappelle, je suis botaniste, hein, donc sur l'identification des animaux. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Hein. Donc là on a un chevreuil, mais l'abrutissement c'est un phénomène qui peut être imputé à pas mal d'animaux qui fréquentent les milieux forestiers. Donc l'abrutissement, c'est quand un animal va venir brouter un bourgeon sur un plant ou sur un semis, et donc qui va mettre potentiellement en péril le développement de ce futur arbre. Donc l'inventaire forestier national suisse a recensé les dégâts de la faune sur les peuplements, en particulier les abrutissements sur les jeunes arbres. Même si l'épicéa, donc l'essence la plus fréquente en forêt suisse, semble peu affectée, avec un abrutissement à hauteur de 3% des arbres, ce n'est pas le cas de toutes les essences. Le sapin et le chêne sont particulièrement touchés. Et en effet, on peut se dire que c'est un fait, les différentes espèces qui ont tendance à mâchouiller nos petits plants et nos semis ont des préférences. Donc apparemment l'épicéa c'est pas au goût des chevreuils suisses, mais le sapin et le chêne ça marche beaucoup mieux. Donc le sapin a une intensité d'abrutissement de 21%. Une phrase très étrange, mais en gros, quand on va aller regarder les abrutissements sur des arbres qui sont spécifiés entre 10 et 129 cm de hauteur, donc entre 10 cm et 1,30 m. Salut Manon Campi, bonjour. Donc si on regarde le sapin entre 10 et 129 cm de hauteur, il y en a 21% qui sont abrutis par des chevreuils, par des cerfs et par d'autres ongulés sans doute présents dans la forêt suisse. Mais dans certaines régions, en Suisse, près d'un sapin sur deux subit un abrutissement. Donc en moyenne, 20% des arbres sont touchés, mais dans certaines régions, c'est 50% des arbres. C'est une évolution de 2/3 depuis 1993. Donc non seulement c'est un état de fait, mais en plus on a pu faire des suivis qui montrent que cet abrutissement est en augmentation. Plus l'altitude augmente, plus la régénération naturelle est clairsemée. Donc la régénération naturelle,
Oui, la régénération naturelle, c'est, comme son nom l'indique, dans une forêt, les peuplements vont larguer des graines, ces graines vont atterrir au sol, s'il y a assez de lumière et des bonnes conditions, elles vont germer, et donc on a une régénération naturelle, en opposition avec ce qui ne se dit plus, hein, une régénération artificielle, on appelle ça une plantation aujourd'hui. Donc la différence entre le semis, c'est-à-dire la graine qui est tombée au sol et qui va germer sans intervention humaine, et le plant, où là on a une graine qui va être plantée, donc qui va être suivie par les êtres humains et qui va produire un plant qui ensuite va être disposé en forêt par les êtres humains. On a le concept de base pour différencier régénération naturelle et régénération accompagnée, on va dire. Donc l'article nous dit que plus l'altitude augmente, plus la régénération naturelle est clairsemée et plus l'évolution de l'abrutissement augmente. En gros, plus on est haut, moins il y a de régénération naturelle au sol et plus on a un abrutissement important sur les plants, sur les semis qu'on observe. Sévère et fréquent, cet abrutissement défavorise grandement le sapin face à l'épicéa. Même si le hêtre s'en sort bien avec 3% d'abrutissement, ce qui est vraiment pas beaucoup, le frêne et l'érable sont plus touchés avec des taux respectivement de 14 et 19% d'abrutissement. Le chêne est l'essence la plus impactée en Suisse, avec un jeune arbre sur 3 qui est abruti, voire plus encore dans certaines régions. S'il y a moins de régénération naturelle, la rareté des jeunes arbres entraîne une intensité d'abrutissement plus élevée de la part de la faune en quête de nourriture. Bon, jusqu'ici ça se tient, hein. Moins on a de semis au sol, et plus on va avoir d'impact de la part de la faune qui cherche à se nourrir. Le chêne et le sapin qui pourraient remplacer le hêtre et l'épicéa là où ils sont vulnérables face au changement climatique. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas un seul article aujourd'hui qui ne nous aura pas parlé de changement climatique. Donc le chêne et le sapin qui pourraient remplacer le hêtre et l'épicéa là où ils sont vulnérables face au changement climatique ne parviendront à s'implanter que si leur croissance est significative. La situation est donc préoccupante. Alors sur quoi attire notre attention cet article? C'est mieux. Ça attire notre attention sur l'importance de la gestion du gibier en forêt. Ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas beaucoup mis en avant, c'est que les forestiers et les chasseurs doivent travailler ensemble. Parce qu'en effet, lorsqu'on a une présence de gibier sur une zone qui va être sensible au gibier, donc par exemple une plantation, vous allez planter votre forêt et évidemment vous avez investi de l'argent là-dedans. Donc ce qui vous intéresse, c'est que sur, par exemple, 2500 arbres que vous avez plantés, il y en ait au moins 2000, voire plus, qui survivent pour former votre forêt de demain. Si vous avez une forte présence de gibier, donc des chevreuils par exemple, qui viennent régulièrement grignoter vos plants, non seulement ils peuvent mettre en péril la survie du plant lui-même, mais parce que à force de grignoter les bourgeons, l'arbre investit, on va dire entre guillemets, trop d'énergie et donc, pardon, et donc sa survie même est mise en question, soit vous avez des déformations sur les plants, c'est-à-dire que votre chevreuil il va venir grignoter le bourgeon terminal, et donc au lieu d'avoir un arbre qui va pousser bien droit et qui va pouvoir s'épanouir en hauteur, vous avez un arbre qui entre le sol, encore la porte qui claque, entre le sol et 1,30 m, va commencer à faire des branches sur les côtés, et donc au lieu de faire un joli port d'arbre forestier, c'est-à-dire d'abord qui grandit en hauteur avant de déployer son pied, vous allez obtenir une espèce d'arbuste à partir de 1,50 m du sol. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'objectif forestier de créer des arbres d'avenir, donc des arbres qui ont une belle hauteur, un beau diamètre et qui sont bien conformés. Et donc c'est là qu'on en arrive à la collaboration avec les chasseurs, parce que évidemment, si vous plantez dans une zone où vous savez qu'il y a de nombreux chevreuils, et donc que vous allez potentiellement avoir des dégâts sur votre plantation, c'est important c'est important de travailler en collaboration avec les chasseurs pour qu'ils vous aident en fait dans le suivi et l'accompagnement de la plantation dans les premières années. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vos plants ont dépassé 1,30 m de hauteur,
voire 2 mètres, histoire d'être vraiment tranquille. Là, vous n'avez plus trop, entre guillemets, de surveillance à faire, c'est-à-dire que la phase critique a été dépassée par la végétation, les chevreuils vont faire beaucoup moins de dégâts, et de ce fait, vous n'avez d'efforts à faire en collaboration avec les chasseurs que sur une petite période, on va dire 5 à 10 ans, afin qu'ils essayent de protéger un petit peu votre plantation. D'ailleurs, pour qui aime les anecdotes, il n'y a pas longtemps, on a eu une histoire qui a un peu défrayé la chronique avec les chasseurs. Un accident de chasse, voilà, une jeune fille qui a tiré, une autre qui est morte, enfin bon. Et je ne sais pas si ça vous a marqué, mais en tout cas, la réponse qui a été apportée par rapport à la chasse, ça a été de dire, il me semble par la ministre de l'Environnement, si je dis pas de bêtises, de dire nous allons travailler avec l'Office national de la chasse, avec les fédérations de chasse et l'Office national des forêts pour essayer justement de réguler et pas de réguler d'ailleurs, pour essayer de mettre en place de la prévention par rapport à ces actes de chasse. Alors, c'est peut-être passé inaperçu, mais le fait d'inclure les forestiers dans cette problématique de la chasse, c'est quelque chose de très important parce que on travaille déjà beaucoup avec les chasseurs. Donc forcément, si les forestiers s'entendent avec eux pour dire bah tiens, sur telle zone, on va avoir besoin que vous passiez régulièrement, que vous mettiez en place des battues, que vous mettiez en place des activités de chasse, ça veut dire que c'est prévu en amont. On est au courant, donc on peut communiquer là-dessus et peut-être mieux signaliser quand il se passe des actions dans des zones particulières. Donc le taux d'abrutissement, c'est un problème pour tous les forestiers, pas seulement en Suisse, hein, mais tous les forestiers qui veulent mettre en place des plantations. Et c'est un problème qu'il faut prendre à corps, parce que ça peut mettre en péril complètement l'avenir de votre forêt. Et malheureusement, ça passe principalement par une ça passe principalement par une collaboration avec les chasseurs, parce que sinon, l'alternative, c'est de clôturer en fait ces plantations pour empêcher le gibier d'y pénétrer. Mais clôturer une plantation, ça veut dire aussi des coûts supplémentaires. Mais... Ah, Mister WS, magnifique. Bonjour, bonjour. Donc je disais, clôturer des plantations, ça a un coût, déjà, supplémentaire. Et en plus, moi, personnellement, une plantation qui est clôturée, non seulement le gibier ne peut pas y rentrer, on est d'accord, mais les êtres humains non plus. Donc ça fait vraiment une rupture dans le paysage, en mode, là, vous n'y allez pas. Et moi, en tant que forestier, ça me choque un petit peu. Bon, je sais que c'est pas le point de vue de tous les forestiers sur le sujet, que certains n'ont pas de problème à se dire, pendant 5-10 ans, on va clôturer totalement une parcelle afin d'être sûr que le peuplement d'avenir, enfin le futur peuplement ne soit pas mis en péril par des dégâts quelconques et variés, mais principalement par des dégâts de cervidés. Certains forestiers n'ont pas de problème avec ce concept, moi j'ai un petit peu plus de mal. Est-ce que... qui nous dit, est-ce que le passage des chasseurs piétinement a aussi un effet sur la plantation et donc... Petit nom tout mignon. Petit nom tout mignon. J'ai pas compris la fin de la deuxième question, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que le passage des chasseurs piétinement a aussi un effet sur la plantation? Beaucoup moins qu'un abrutissement direct. Ensuite, c'est une question un petit peu piégeuse. Parce qu'en gros, ça va dépendre... Alors ça, c'est la réponse absolue du monde forestier. Quand on nous pose une question, on va répondre très souvent, ça dépend. Alors, si vous avez un sol qui est bien équilibré, ce dont je parlais tout à l'heure, si vous avez une belle proportion en argile, en sable et en limon, vous avez des sols qui sont peu sensibles au tassement, en fait, au piétinement. Par contre, si vous avez des sols qui sont plutôt sableux ou plutôt limoneux, ce sont des sols qui vont être un peu plus sensibles au piétinement. Par contre, je doute fortement que le passage de chasseurs puisse mettre en péril la totalité de la plantation. C'est-à-dire que si les chasseurs passent toujours au même endroit, et d'ailleurs on ne va pas stigmatiser que les chasseurs, mais si on a des gens qui se baladent en forêt et qui passent toujours au même endroit, évidemment qu'ils vont avoir tendance à tasser le sol, et un sol tassé, on sait que c'est moins bien pour la dispersion des racines et pour l'installation en fait d'un couvert arboré. Qu'est-ce qu'on me dit? Un petit nom mignon comme abrutissement. Ah tant mieux si vous trouvez ça mignon.
Donc pour revenir là-dessus, non, je pense pas que les balades en forêt permettent de mettre en péril des forêts, sinon ça fait bien longtemps qu'il y aurait des zones, je pense en particulier à la forêt en bordure de Toulouse, dont le nom est en train de m'échapper, qui est fréquentée par littéralement des centaines de milliers de personnes chaque année. Alors, évidemment, quand vous allez dans ces forêts-là, ces forêts urbaines qui sont très 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 fréquentées, on voit la différence avec une forêt qui est peu fréquentée. Il n'y a pas vraiment la même végétation au sol, il y a quelques différences dans la gestion forestière, il y a quelques différences dans la structuration des peuplements, mais c'est pas pour autant que toute la forêt est mise en péril. Peut-être un arbre par-ci par-là qui aura souffert de ce piétinement très localisé, mais même avec des centaines de milliers de personnes, il faudra très très longtemps pour mettre en péril un peuplement en entier. Par contre, anecdote, attention, il faut que je fasse une alerte. C'est le moment culture confiture, comme dit Monsieur Maff. Anecdote que j'ai vue il y a pas longtemps dans un magazine, dans les toilettes chez un ami. Alors ce garçon est insupportable. Il a des toilettes qui sont très très froides, mais qui sont remplies de magazines naturalistes qui font que dès que vous y allez, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous asseoir et de lire. Donc vous prenez froid aux fesses très rapidement. Mais j'ai lu dans un article, il me semble que c'était la salamandre, mais je lui demanderai pour vérifier. Mais un petit article qui parlait un grand dossier qui parlait du chêne, et dedans il y avait une petite anecdote sur un chêne dans le sud-est de la France, il me semble, assez emblématique, un grand chêne vert qui avait plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et en fait, il y a des gens adeptes du retour à la nature qui sont venus faire des cérémonies chamaniques autour de cet arbre, donc en dansant en cercle autour de cet arbre pour le vénérer, pour je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Ils ont fait ça pendant plusieurs années et il se trouve que, en faisant cela, ils ont tassé très localement le sol autour de cet arbre et donc il a fini par mourir. Voilà, c'était la petite bonne nouvelle du matin. Comme quoi, même quand on aime la nature et qu'on veut la célébrer à travers des actions chamaniques, on peut être contre-productif. Alors cet exemple est très très particulier, il est choquant, mais c'est pas quelque chose qu'on va retrouver tous les jours, et il traduit bien en fait que le piétinement, le passage, le tassement du sol, quand on est un être humain, il faut que ça soit répété sur une petite zone pour vraiment que ça impacte un arbre. De là à impacter toute la forêt, ça veut dire qu'il faudrait danser pendant des années autour de chaque arbre pour tasser le sol très localement. Et dans une forêt, on peut rapidement se retrouver à 1500, 2000 arbres par hectare. Donc je vous laisse imaginer le nombre de gens qui veulent faire du retour à la terre et un petit peu de procession chamanique pour étouffer ne serait-ce qu'un hectare de forêt. Quelle heure est-il? Ah, il est 9h. Alors, moi je vous propose d'arrêter rapidement la revue de presse ici. Il nous reste plein d'informations dont on pourrait discuter. Mais il faut que j'en garde pour la semaine quand même, faut pas rigoler. Je voulais juste finir quand même sur quelque chose qui m'a fait assez rigoler quand j'ai regardé rapidement. Excusez-moi, je défile. Voilà. Alors je sais pas exactement ce que c'est. C'est une petite vidéo qui s'appelle Recrudescence. Il n'y a pas de commentaires sur la newsletter. Alors je vais descendre un petit peu plus bas parce que ce qui est très intéressant dans cette lettre d'information de Forêt Mail, c'est qu'elle finit généralement par un portfolio. Donc concours de photos animalières et de nature. Ici c'est le concours photo de Montier-en-Der. Je n'ai absolument aucune idée d'où ça se situe, donc on va aller jeter un coup d'œil. Montier-en-Der, dans le 52, tout à fait, au nord-est de Troyes, et entre Troyes et Nancy. Et donc dans Forêt Mail, ils nous font une petite compilation des photos qui ont été apparemment récompensées lors de ce concours photo. Donc on a un renard en pleine course dans le vent, c'est scandaleux. On a la présence d'un oiseau que je n'essaierai même pas d'identifier tellement je suis botaniste. Un blaireau qui court dans la neige. Sans doute un lynx au lever du soleil.
des oiseaux de la famille des chouettes ou des hiboux. Je vous rappelle, je suis botaniste, je suis nul en identification animalière. Toujours dans des positions qui sont très rigolotes, ou en tout cas énigmatiques. Des gnous, donc sans doute une photo qui a été prise entre Troyes et Nancy, ça n'en pas douté. Un loup peut-être au milieu d'arbres de résineux en plein hiver. Voilà, c'était le petit portfolio du moment, mais je voulais finir cette revue de presse en regardant cette vidéo qui s'appelle Recrudescence. Donc on va mettre nos oiseaux sur pause et on va se regarder cette vidéo directement dans la source. Oula 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 oula, on se calme, on se calme. Hop là. J'ai la potade. Entre nous y'a un fossé. Toi t'es bon qu'à faire du douglas. Papy fait du sable. Allô, allô, allô. Millions de dollars. Papy tu veux ça. Papy fait du sable. Allô, allô, allô. Millions de dollars. Papy tu veux ça. On est un gang, oh gang. Nous on joue pas bang bang bang. On est un gang, oh gang. Nous on joue pas bang bang bang. Bla 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 bla. Alors, plein de faux départs, je viens de me rendre compte que je vous ai pas du tout expliqué ce que j'ai fait parce qu'en fait, le micro USB était coupé. Je vois que personne n'a réagi, donc tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'aviez pas la vidéo en entier, donc je voulais recadrer. Et du coup, on reprend au début, pendant que je vais faire une petite pause nature. Je vous laisse avec Recrudescence. Pas de lecture automatique, les sous-titres activés, les paramètres, blablabla. Bla bla bla. Ok, rendez-vous dans 3 minutes. J'ai la potade. Entre nous y'a un fossé. Toi t'es bon qu'à faire du douglas. Papy fait du sable. Allô, allô, allô. Millions de dollars. Papy tu veux ça. Papy fait du sable. Allô, allô, allô. Millions de dollars. Papy tu veux ça. On est un gang, oh gang. Nous on joue pas bang bang bang. On est un gang, oh gang. Nous on joue pas bang bang bang. Bla 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 doogie. Ne plante pas que du doogie dans le sol. Bla 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 doogie. Ne plante pas que du doogie dans le sol. Doogie, doug doug doogie. Ne plante pas que du doogie dans le sol. Doogie, doogie, doogie. Ne plante pas que du doogie dans le sol. Ah, depuis longtemps, je vois que ça. Depuis longtemps, je vis que dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, je vois que ça. Bye bye, j'ai bien besoin d'un bail. Ta plante c'est mort, là c'est pas le time pour toi. C'est barré fort, là tu fais pas d'effort. Ces bails là, c'est pour des fous comme nous. Raquer pour des poètes, ça va claquer. Pour des poètes, ça va claquer, crack. Pour des bons bails, ça va grave, crack. Je crois que c'est l'heure ding dong. Nous on
fait du sap. Allô, 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 million de dollars. Papi, tu veux ça? Papi fait du sap. Allô, 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 million de dollars. Papi, tu veux ça? Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est beau là, oh. Oh, c'est beau là. Ah, depuis longtemps, je vois que ça. Depuis longtemps, je vis que dans ça. Depuis trop longtemps, ah, ah, je vois que ça. Ah, depuis longtemps, je vois que ça. Depuis longtemps, je vis que dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, je vois que ça. Et voilà. Oula, non, calmez-vous. On va se faire ban. Et ça suffit. Donc voilà la petite vidéo complètement... Allô? Oui. Complètement étrange de recrudescence, sachant que j'arrive pas à avoir des infos sur eux. C'est qui... Oula, calmez-vous. Qui sont recrudescence? Donc un clip pour dénoncer l'exploitation intensive des forêts et la monoculture d'arbres comme celle du Douglas, alias Doogie, le fameux Doogie de la vidéo. Le tournage est réalisé plan par plan, à l'identique de celui de la chanteuse, mais cette fois-ci dans les parcelles de forêt achetées récemment par l'association ou dans des coupes rases du territoire. Donc recrudescence, c'est des habitants et des visiteurs en livre à doigt. Le livre à doigt, parce que je suis très bon, je ne sais pas où c'est. Le livre à droit Forez, ah ben c'est pas si loin. Donc nous on est dans le Limousin, par là-bas, et eux ils sont d'accord. Donc il y a un PNR, Parc naturel régional du livre à droit Forez, ou Forêt, je sais pas comment on dit, qui a beaucoup aimé. Merci pour ce partage, j'adore. Et ben tant mieux, tu peux le retrouver, voilà, en tapant recrudescence Doogie vidéo sur YouTube. Donc du coup c'est des habitants et des visiteurs du livre à doigt qui ont décidé de passer à l'action pour faire attendre une autre voix dans la forêt, celle du respect des essences, des peuplements, des sols, des chemins forestiers et du paysage. C'est une approche collective, loin des spéculations, un regard partagé sur la forêt. C'est également s'approvisionner en bois local, matériaux durables et renouvelables sans tout ravager. Recrudescence achète des parcelles à Cugnalt, comment ça se dit, dans le Puy-de-Dôme et sur les communes voisines. C'est une branche locale du réseau pour les alternatives forestières. Donc le réseau pour les alternatives forestières, le RAF, c'est quelque chose dont on parlera une prochaine fois, mais déjà l'idée c'est qu'ils ont un site internet. Donc réseau pour les alternatives forestières, un peu à l'image de ce qui se fait avec le réseau à force. C'est des gens qui veulent se mettre en commun parce que ils ont une vision un peu différente, on va dire, de la gestion forestière, d'où les alternatives qu'ils vont proposer. Là, vous avez le contact de l'association Recrudescence. Donc, si vous êtes dans le 63, n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Mais du coup, ils se revendiquent de représenter une diversité d'acteurs. Ils en ont marre des plantations massives et de la gestion extractiviste de la forêt. Donc ça pourrait être dans les prochaines émissions un sujet dont on pourrait débattre. Quelle vision vous avez de l'activité forestière, de la gestion forestière? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on coupe des arbres parce qu'on a besoin de bois? Et ils sont aussi partisans de favoriser des forêts vivantes. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire forêt vivante? Je vous laisse apprécier la définition. Et ensuite, ils sont aussi dans un mouvement d'acquisition de forêts pour les protéger. Bon, ça pourrait être une bonne idée de faire une interview avec eux. Alors je ne sais pas encore sous quelle manière, mais ça c'est le genre d'initiative et le genre d'investissement forestier que j'aimerais bien rencontrer
avec qui j'aimerais bien discuter et si possible que j'aimerais bien interviewer pour qu'ils nous présentent leur point de vue et ce qu'ils font, ce qu'ils considèrent qu'il faudrait faire et les changements qu'on devrait faire dans la filière bois. Parce qu'on est de plus en plus critiqué. Certaines critiques, bon, sont discutables, d'autres sont fondées. Là, ce qui nous met en avant, enfin ce que eux mettent en avant, c'est que apparemment ils sont assez choqués, on va dire, par la manière dont on met en place des plantations et dont on gère l'activité de production de bois de manière traditionnelle. Bref, passons. Tac, tac, tac. Donc moi j'avais bien envie de finir sur ce petite vidéo que j'ai trouvé complètement décalée et assez sympathique en même temps. Donc il est 9h20. Moi je vous propose de passer à la partie clic, on va dire, de l'émission. Parce que jusqu'ici, on était plutôt en mode nature, on a regardé le soleil se lever, on a écouté les oiseaux du matin. D'ailleurs, où sont-ils? Ah! Voilà le retour des oiseaux du matin. Et, comme disent... on se calme. Non, c'est pas ça. Il est où l'oiseau? Comme disent les streamers, donc les gens dont je m'inspire, parce que je ne fais que copier ce que j'ai pu voir sur Twitch, on est d'accord. Je veux game, n'est-ce pas? Je veux game, et pour ça... Tac, 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 bougez pas, ça arrive. Enfin, ça arrive. Lentement, faut cliquer partout.